Tout s'est joué en à peine 6 minutes, une poignée de minutes, capable de pulvériser 3 années d'une alliance que l'on croyait presque indestructible entre la France et l'Ukraine. Volodymyr Zelensky venait d'achever une présentation minutieusement préparée, où chaque diapositive exposait avec précision les besoins financiers gigantesques de son pays, 50 milliards d'euros supplémentaires attendus de la France sur les 2 prochaines années. Il fixait Sébastien Lecornu avec cette assurance presque théâtrale qui avait construit sa réputation depuis le début du conflit, persuadé que le Premier ministre français allait, comme tant d'autres dirigeants européens avant lui, céder une fois de plus, touché par l'émotion et la pression morale d'un récit héroïque face à Poutine, le tout dans l'ambiance feutrée et climatisée du Conseil européen à Bruxelles. Pourtant, l'atmosphère racontait autre chose, une tension lourde, presque palpable, celle qui précède les grands bouleversements diplomatiques. Autour de la table, les regards du chancelier allemand, du chef du gouvernement italien et du président du Conseil européen oscillaient entre curiosité et inquiétude, conscient que la réponse française pourrait redéfinir l'avenir du soutien européen à l'Ukraine. Mais un détail aurait dû alerter Zelensky, un signe discret mais révélateur dans l'attitude de Lecornu. Quelque chose avait changé, une froideur inhabituelle, une distance nouvelle, qui tranchait brutalement avec la chaleur et la solidarité affichées lors des premiers mois de la guerre. Car derrière cette demande apparemment routinière se cachait une réalité que le président ukrainien refusait d'admettre. La patience française avait des limites et ces limites venaient d'être atteintes. Ce qui allait se passer ensuite choquerait toute l'Europe, diviserait l'opinion publique mondiale et marquerait la fin de l'époque bénie où l'Ukraine pouvait demander n'importe quoi à ses alliés occidentaux sans jamais essuyer de refus. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui allait secouer les relations franco-ukrainiennes, ce jour-là, il faut remonter 3 ans en arrière dans les bureaux feutrés de Bercy. Les conseillers économiques de Lecornu préparaient un rapport confidentiel qui allait tout changer, un document de 317 pages intitulé « Coût réel de l'aide française à l'Ukraine, analyse exhaustive 2022 ». Les conclusions étaient accablantes. Depuis le début du conflit, la France avait déjà versé 23,7 milliards d'euros et 4 milliards d'euros à l'Ukraine sous diverses formes, aide militaire directe 8,2 milliards, soutien humanitaire 4,1 milliards, participation aux fonds européens de reconstruction 5,1 milliards, sans compter les coûts indirects liés aux sanctions contre la Russie qui avaient coûté 15 milliards supplémentaires à l'économie française. Monsieur le Premier ministre, avait déclaré le maire lors de la présentation de ce rapport à Matignon, nous atteignons les limites de ce que la France peut supporter financièrement. Nos propres citoyens commencent à payer le prix de cette générosité massive. Les chiffres étaient implacables. Les hôpitaux français manquaient de 2,3 milliards d'euros de financement. L'éducation nationale réclamait 4,1 milliards pour rénover les écoles vétustes. Les agriculteurs français manifestaient faute de soutien suffisant face à la concurrence déloyale des céréales ukrainiennes subventionnées. Mais le plus révélateur était ailleurs. Une note confidentielle des services de renseignement français révélait comment l'aide occidentale était réellement utilisée en Ukraine. Selon ces documents ultra-secrets, moins de 60% de l'aide financière arrivait effectivement à destination. Le reste disparaissait dans les méandres de la corruption endémique ukrainienne, finançait des achats d'armement à des prix surévalués ou enrichissait directement l'oligarchie locale qui avait su profiter de la guerre. Un exemple particulièrement choquant, 800 millions d'euros d'aide française destinée à la reconstruction d'écoles bombardées avaient permis l'achat de matériel scolaire à des prix 300% supérieurs au prix du marché, auprès d'entreprises appartenant mystérieusement à des proches du pouvoir ukrainien. Autre révélation, 1,2 milliard d'aides humanitaires françaises avaient transité par des ONG écrans qui reversaient des commissions substantielles à des intermédiaires ukrainiens. C'est un système organisé de détournement à grande échelle, avait confié un haut fonctionnaire français au fait du dossier. Zelensky le sait parfaitement, mais il ferme les yeux parce que cela lui permet de maintenir sa base politique et de financer sa machine de guerre médiatique. Cette réalité amère avait profondément marqué Lecornu. L'homme qui avait été l'un des soutiens les plus fervents de l'Ukraine découvrait progressivement l'envers du décor. Les rapports de l'ambassade de France à Kiev étaient accablants: détournement massif, enrichissement des élites, utilisation politique de l'aide occidentale.
Tout cela pendant que les Français découvraient avec amertume que leur générosité envers l'Ukraine se traduisait par des coupes budgétaires dans leurs propres services publics. Le déclencheur final était venu d'une enquête journalistique explosive publiée par Le Canard enchaîné, révélant que Zelensky lui-même possédait désormais un patrimoine immobilier personnel évalué à plus de 35 millions d'euros acquis mystérieusement depuis le début de la guerre des propriétés de luxe, à Londres, Miami et Genève, achetées par des sociétés écrans pendant que l'Ukraine réclamait l'aumône internationale pour nourrir ses réfugiés. Cette révélation avait fait l'effet d'une bombe dans les cercles dirigeants français. Comment justifier auprès des Français qu'on donne des milliards à un pays dont le président s'enrichit personnellement? S'interrogeait un ministre proche de Lecornu. C'est dans ce contexte explosif que Zelensky avait convoqué ce sommet extraordinaire à Bruxelles officiellement pour coordonner l'aide européenne pour la phase cruciale du conflit en réalité, pour obtenir 200 milliards d'euros supplémentaires des Européens, dont 50 milliards à la seule France. La stratégie de Zelensky était rôder d'abord l'émotion avec des images terribles de destruction, puis le chantage géopolitique. Si l'Ukraine tombe, vous êtes les suivants. Enfin, la culpabilisation morale, vous abandonnez un peuple héroïque. Cette méthode avait fonctionné pendant 3 ans. Mais cette fois, Zelensky allait découvrir qu'il avait en face de lui un Lecornu, transformé durci par les révélations sur la corruption ukrainienne et la colère montante des Français. Le sommet avait commencé à 14 heures précises dans la salle du Conseil européen. Zelensky, connecté en visioconférence depuis Kiev, portait son éternel t-shirt vert olive, devenu sa marque de fabrique. Face à lui, sur les écrans, les dirigeants des principales puissances européennes, Lecornu pour la France, Scholz pour l'Allemagne, Meloni, pour l'Italie, et Charles Michel, président du Conseil européen. Mes chers amis européens, avait commencé Zelensky avec cette solennité théâtrale qu'il maîtrisait parfaitement, nous entrons dans la phase décisive de notre lutte pour la liberté. Poutine mobilise toutes ses ressources pour un assaut final. L'Europe doit répondre à la hauteur de l'enjeu historique. Puis était venu le moment redouté, la présentation des besoins financiers. Avec un PowerPoint minutieusement préparé, Zelensky avait détaillé ses demandes 50 milliards pour la défense, 75 milliards pour la reconstruction, 40 milliards pour l'aide humanitaire, 35 milliards pour la modernisation économique. Au total, 200 milliards d'euros sur 2 ans à répartir entre les pays européens. La France, en tant que deuxième économie européenne, devra contribuer à hauteur de 50 milliards d'euros. Avait-il annoncé en regardant directement Lecornu dans l'écran. C'est un investissement dans votre propre sécurité. Si l'Ukraine tombe, la Pologne, puis l'Allemagne, puis la France seront menacées. Le chantage était explicite, la menace à peine voilée. Zelensky utilisait sa technique habituelle, transformer chaque demande d'aide en ultimatum existentiel pour l'Europe. Mais cette fois, il allait découvrir que Lecornu n'était plus disposé à céder à ses manipulations. Le Premier ministre français avait préparé cette confrontation avec la même minutie qu'un chirurgien prépare une opération délicate. Pendant des semaines, ses équipes avaient compilé tous les chiffres, toutes les preuves, tous les documents qui allaient permettre de démonter méthodiquement la rhétorique ukrainienne. Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes publics, avait préparé un dossier accablant sur l'utilisation réelle de l'aide française. Chaque euro versé avait été tracé, chaque détournement documenté, chaque enrichissement illicite répertorié. Monsieur le Premier ministre, avait-il expliqué à Lecornu, nous avons les preuves formelles que l'Ukraine détourne massivement notre aide. Il faut que cela s'arrête. Mais Lecornu ne voulait pas seulement dénoncer la corruption. Il voulait porter un coup plus profond, plus politique, rappeler à l'Ukraine et à l'Europe que la France avait ses propres priorités, ses propres besoins, ses propres citoyens à protéger. Quand Zelensky eut terminé sa présentation, un silence pesant s'installa dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers Lecornu, sachant que la réponse française déterminerait la suite des événements. Le Premier ministre français prit alors la parole avec cette froideur courtoise qui caractérisait son style diplomatique. « Monsieur le Président Zelensky, commença-t-il d'une voix posée, je vous remercie pour cette présentation très détaillée. Permettez-moi maintenant de vous présenter quelques chiffres que vous ne connaissez peut-être pas. » Lecornu ouvrit un dossier rouge marqué « Confidentiel » et commença à égrener des données qui firent pâlir l'assistance. Depuis février 2022, la France a versé exactement 23,7 milliards d'euros à l'Ukraine. Cela représente une somme énorme par foyer fiscal français. Pour une famille française moyenne, c'est l'équivalent d'1 mois et demi de salaire. Zelensky tentait d'intervenir, mais Lecornu continuait imperturbablement.
Ces 23,7 milliards auraient pu financer 47 nouveaux hôpitaux ou rénover 12 000 écoles françaises ou créer 340 000 emplois dans l'économie verte. Au lieu de cela, nous les avons donnés à l'Ukraine. Avec quel résultat? La question claqua comme un fouet. Zelensky balbutia. « Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas comparer », mais Lecornu l'interrompit sèchement. « Si je peux comparer, et je vais même vous dire exactement où sont passés nos milliards. » Ce qui suivit fut un démontage systématique et implacable de la gestion ukrainienne de l'aide occidentale. Lecornu sortit document après document, preuve après preuve, 800 millions d'aides françaises pour les écoles détournées vers des achats de matériel à prix surévalué, 1,2 milliard d'aides humanitaires transitant par des ONG fictives, 600 millions pour la reconstruction utilisée pour acheter des terrains à des prix ridicules auprès d'oligarques ukrainiens. Chaque révélation était un coup de masse. Zelensky tentait de justifier, d'expliquer, de minimiser, mais Lecornu avait des preuves irréfutables, documents bancaires, factures, truqués, témoignages de ONG sur le terrain, rapport de l'ambassade française. Et maintenant, continua Lecornu avec un calme glacial, vous venez nous demander 50 milliards supplémentaires. Savez-vous, Monsieur le Président, ce que cela représente pour un pays comme la France? Sans attendre la réponse, il poursuivit 50 milliards, c'est le budget annuel de l'éducation nationale. C'est 2 fois le budget de la défense. C'est environ 1 000 € par Français enfant compris. Et vous voulez que nous donnions cette somme à un pays où 40% de l'aide disparaît dans la corruption? Pour la première fois depuis le début de la guerre, un dirigeant occidental osait lui tenir tête avec des faits précis, des chiffres vérifiables. Mais Lecornu n'en avait pas terminé. Il sortit un autre document de son dossier. Parlons maintenant de votre patrimoine personnel, Monsieur le Président. Nos services ont identifié vos acquisitions immobilières récentes, une villa de 12 millions d'euros à Londres, un penthouse de 8 millions à Miami, un chalet de 15 millions à Gstad. Au total, 35 millions d'euros d'acquisitions depuis le début de la guerre. Comment expliquez-vous cela à vos compatriotes qui dorment dans le métro de Kiev? La révélation fit l'effet d'une bombe. Zelensky blêmit, ses conseillers s'agitaient autour de lui. « Ces informations sont fausses », protesta-t-il faiblement. « Il s'agit d'une campagne de désinformation russe. »« Non, Monsieur le Président !» répliqua Lecornu avec un sourire froid. « Ces informations proviennent des registres fonciers britanniques, américains et suisses, des documents publics que tout le monde peut consulter. Voulez-vous que je vous donne les références cadastrales ?» Le silence qui suivit était assourdissant. Les autres dirigeants européens se regardaient abasourdis par cette révélation. Personne ne s'attendait à ce que Lecornu aille aussi loin, à ce qu'il révèle des informations aussi compromettantes. Zelensky tentait de reprendre contenance. « Monsieur le Premier ministre, vous ne comprenez pas la situation. L'Ukraine se bat pour toute l'Europe. Nos soldats meurent pour votre liberté. »« Stop !» l'interrompit brutalement Lecornu. Arrêtons avec cette rhétorique larmoyante. Vos soldats battent d'abord pour l'Ukraine, pas pour la France, et ils ne le font certainement pas pour enrichir votre oligarchie. Puis vint la phrase qui fit le tour du monde. Monsieur Zelensky, la France n'est pas un distributeur automatique de billets. Nos citoyens ne sont pas des vaches à lait pour financer votre train de vie et celui de vos amis oligarques. L'explosion fut immédiate. Zelensky se leva visiblement hors de lui. Comment osez-vous, l'Ukraine se sacrifie pour l'Europe et vous nous insultez? Les autres dirigeants tentaient de calmer le jeu, mais il était trop tard. La rupture était consommée. Lecornu resta imperturbable. « Je ne vous insulte pas, je vous présente la réalité. La France a déjà donné 23,7 milliards à l'Ukraine. C'est énorme, c'est généreux, c'est sans précédent. Mais maintenant, c'est terminé. Pas 1 euro de plus tant que vous n'aurez pas fait le ménage dans votre système de corruption. Vous abandonnez l'Ukraine » cria Zelensky. « Vous faites le jeu de Poutine ?»« Non » répondit calmement Lecornu. « Je défends les intérêts de la France et des Français. Mon devoir n'est pas de financer indéfiniment la corruption ukrainienne, mais de protéger le pouvoir d'achat des familles françaises. » Et puis vint le coup de grâce. D'ailleurs, puisque vous semblez avoir des difficultés financières, pourquoi ne vendez-vous pas vos propriétés de Londres et de Miami 35 millions d'euros? Cela pourrait aider quelques familles ukrainiennes. Ces dernières piques achevèrent de faire perdre son sang-froid à Zelensky. Il quitta la visioconférence en claquant virtuellement la porte, laissant les autres dirigeants européens dans un silence stupéfait. L'onde de choc fut immédiate et planétaire.
En quelques minutes, les extraits de l'échange entre Lecornu et Zelensky faisaient le tour des réseaux sociaux. Lecornu contre Zelensky devint une tendance mondiale, divisant l'opinion entre ceux qui applaudissaient la fermeté française et ceux qui dénonçaient l'abandon de l'Ukraine. En France, la réaction fut massivement positive. Selon un sondage Express, 79% des Français approuvaient la position de leur Premier ministre. Enfin, quelqu'un qui défend nos intérêts, commentaient les réseaux sociaux français. Marine Le Pen salua le réveil de la France, tandis que Jean-Luc Mélenchon applaudissait le courage de dire non aux... Tout s'est joué en à peine 6 minutes, une poignée de minutes, capable de pulvériser 3 années d'une alliance que l'on croyait presque indestructible entre la France et l'Ukraine. Volodymyr Zelensky venait d'achever une présentation minutieusement préparée, où chaque diapositive exposait avec précision les besoins financiers gigantesques de son pays, 50 milliards d'euros supplémentaires attendus de la France sur les 2 prochaines années. Il fixait Sébastien Lecornu avec cette assurance presque théâtrale qui avait construit sa réputation depuis le début du conflit, persuadé que le Premier ministre français allait, comme tant d'autres dirigeants européens avant lui, céder une fois de plus, touché par l'émotion et la pression morale d'un récit héroïque face à Poutine, le tout dans l'ambiance feutrée et climatisée du Conseil européen à Bruxelles. Pourtant, l'atmosphère racontait autre chose, une tension. Tout s'est joué en à peine 6 minutes, une poignée de minutes, capable de pulvériser 3 années d'une alliance que l'on croyait presque indestructible entre la France et l'Ukraine. Volodymyr Zelensky venait d'achever une présentation minutieusement préparée, où chaque diapositive exposait avec précision les besoins financiers gigantesques de son pays, 50 milliards d'euros supplémentaires attendus de la France sur les 2 prochaines années. Il fixait Sébastien Lecornu avec cette assurance presque théâtrale qui avait construit sa réputation depuis le début du conflit, persuadé que le Premier ministre français allait, comme tant d'autres dirigeants européens avant lui, céder une fois de plus, touché par l'émotion et la pression morale d'un récit héroïque face à Poutine, le tout dans l'ambiance feutrée et climatisée du Conseil européen à Bruxelles. Pourtant, l'atmosphère racontait autre chose, une tension lourde, presque palpable, celle qui précède les grands bouleversements diplomatiques. Autour de la table, les regards du chancelier allemand, du chef du gouvernement italien et du président du Conseil européen oscillaient entre curiosité et inquiétude, conscient que la réponse française pourrait redéfinir l'avenir du soutien européen à l'Ukraine. Mais un détail aurait dû alerter Zelensky, un signe discret mais révélateur dans l'attitude de Lecornu. Quelque chose avait changé, une froideur inhabituelle, une distance nouvelle, qui tranchait brutalement avec la chaleur et la solidarité affichées lors des premiers mois de la guerre. Car derrière cette demande apparemment routinière se cachait une réalité que le président ukrainien refusait d'admettre. La patience française avait des limites et ces limites venaient d'être atteintes. Ce qui allait se passer ensuite choquerait toute l'Europe, diviserait l'opinion publique mondiale et marquerait la fin de l'époque bénie où l'Ukraine pouvait demander n'importe quoi à ses alliés occidentaux sans jamais essuyer de refus. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui allait secouer les relations franco-ukrainiennes, ce jour-là, il faut remonter 3 ans en arrière dans les bureaux feutrés de Bercy. Les conseillers économiques de Lecornu préparaient un rapport confidentiel qui allait tout changer, un document de 317 pages intitulé « Coût réel de l'aide française à l'Ukraine, analyse exhaustive 2022 ». Les conclusions étaient accablantes. Depuis le début du conflit, la France avait déjà versé 23,7 milliards d'euros et 4 milliards d'euros à l'Ukraine sous diverses formes, aide militaire directe, 8,2 milliards, soutien humanitaire 4,1 milliards, participation aux fonds européens de reconstruction, 5,1 milliards, sans compter les coûts indirects liés aux sanctions contre la Russie qui avaient coûté 15 milliards supplémentaires à l'économie française. Monsieur le Premier ministre, avait déclaré le maire lors de la présentation de ce rapport à Matignon, nous atteignons les limites de ce que la France peut supporter financièrement. Nos propres citoyens commencent à payer le prix de cette générosité massive. Les chiffres étaient implacables. Les hôpitaux français manquaient de 2,3 milliards d'euros de financement. L'éducation nationale réclamait 4,1 milliards pour rénover les écoles vétustes. Les agriculteurs français manifestaient faute de soutien suffisant face à la concurrence déloyale des céréales ukrainiennes subventionnées. Mais le plus révélateur était ailleurs. Une note confidentielle des services de renseignement français révélait comment l'aide occidentale était réellement utilisée en Ukraine. Selon ces documents ultra-secrets, moins de 60% de l'aide financière arrivait effectivement à destination.
Le reste disparaissait dans les méandres de la corruption endémique ukrainienne, finançait des achats d'armement à des prix surévalués ou enrichissait directement l'oligarchie locale qui avait su profiter de la guerre. Un exemple particulièrement choquant, 800 millions d'euros d'aide française destinée à la reconstruction d'écoles bombardées avaient permis l'achat de matériel scolaire à des prix 300% supérieurs au prix du marché, auprès d'entreprises appartenant mystérieusement à des proches du pouvoir ukrainien. Autre révélation, 1,2 milliard d'aides humanitaires françaises avaient transité par des ONG écrans qui reversaient des commissions substantielles à des intermédiaires ukrainiens. C'est un système organisé de détournement à grande échelle, avait confié un haut fonctionnaire français au fait du dossier. Zelensky le sait parfaitement, mais il ferme les yeux parce que cela lui permet de maintenir sa base politique et de financer sa machine de guerre médiatique. Cette réalité amère avait profondément marqué Lecornu. L'homme qui avait été l'un des soutiens les plus fervents de l'Ukraine découvrait progressivement l'envers du décor. Les rapports de l'ambassade de France à Kiev étaient accablants: détournement massif, enrichissement des élites, utilisation politique de l'aide occidentale. Tout cela pendant que les Français découvraient avec amertume que leur générosité envers l'Ukraine se traduisait par des coupes budgétaires dans leurs propres services publics. Le déclencheur final était venu d'une enquête journalistique explosive publiée par Le Canard enchaîné, révélant que Zelensky lui-même possédait désormais un patrimoine immobilier personnel évalué à plus de 35 millions d'euros acquis mystérieusement depuis le début de la guerre, des propriétés de luxe à Londres, Miami et Genève achetées par des sociétés écrans pendant que l'Ukraine réclamait l'aumône internationale pour nourrir ses réfugiés. Cette révélation avait fait l'effet d'une bombe dans les cercles dirigeants français. Comment justifier auprès des Français qu'on donne des milliards à un pays dont le président s'enrichit personnellement? S'interrogeait un ministre proche de Lecornu. C'est dans ce contexte explosif que Zelensky avait convoqué ce sommet extraordinaire à Bruxelles officiellement pour coordonner l'aide européenne pour la phase cruciale du conflit en réalité, pour obtenir 200 milliards d'euros supplémentaires des Européens, dont 50 milliards à la seule France. La stratégie de Zelensky était rodée d'abord l'émotion avec des images terribles de destruction, puis le chantage géopolitique. Si l'Ukraine tombe, vous êtes les suivants. Enfin, la culpabilisation morale, vous abandonnez un peuple héroïque. Cette méthode avait fonctionné pendant 3 ans. Mais cette fois, Zelensky allait découvrir qu'il avait en face de lui un Lecornu transformé, durci par les révélations sur la corruption ukrainienne et la colère montante des Français. Le sommet avait commencé à 14 heures précises dans la salle du Conseil européen. Zelensky, connecté en visioconférence depuis Kiev, portait son éternel t-shirt vert olive, devenu sa marque de fabrique. Face à lui, sur les écrans, les dirigeants des principales puissances européennes, Lecornu pour la France, Scholz pour l'Allemagne, Meloni pour l'Italie, et Charles Michel, président du Conseil européen. Mes chers amis européens, avait commencé Zelensky avec cette solennité théâtrale qu'il maîtrisait parfaitement, nous entrons dans la phase décisive de notre lutte pour la liberté. Poutine mobilise toutes ses ressources pour un assaut final. L'Europe doit répondre à la hauteur de l'enjeu historique. Puis était venu le moment redouté, la présentation des besoins financiers. Avec un PowerPoint minutieusement préparé, Zelensky avait détaillé ses demandes: 50 milliards pour la défense, 75 milliards pour la reconstruction, 40 milliards pour l'aide humanitaire, 35 milliards pour la modernisation économique. Au total, 200 milliards d'euros sur 2 ans à répartir entre les pays européens. La France, en tant que deuxième économie européenne, devra contribuer à hauteur de 50 milliards d'euros. Avait-il annoncé en regardant directement Lecornu dans l'écran. C'est un investissement dans votre propre sécurité. Si l'Ukraine tombe, la Pologne, puis l'Allemagne, puis la France seront menacées. Le chantage était explicite, la menace à peine voilée. Zelensky utilisait sa technique habituelle, transformer chaque demande d'aide en ultimatum existentiel pour l'Europe. Mais cette fois, il allait découvrir que Lecornu n'était plus disposé à céder à ses manipulations. Le Premier ministre français avait préparé cette confrontation avec la même minutie qu'un chirurgien prépare une opération délicate. Pendant des semaines, ses équipes avaient compilé tous les chiffres, toutes les preuves, tous les documents qui allaient permettre de démonter méthodiquement la rhétorique ukrainienne. Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes publics, avait préparé un dossier accablant sur l'utilisation réelle de l'aide française. Chaque euro versé avait été tracé, chaque détournement documenté, chaque enrichissement illicite répertorié.
Monsieur le Premier ministre, avait-il expliqué à Lecornu, nous avons les preuves formelles que l'Ukraine détourne massivement notre aide. Il faut que cela s'arrête. Mais Lecornu ne voulait pas seulement dénoncer la corruption. Il voulait porter un coup plus profond, plus politique, rappeler à l'Ukraine et à l'Europe que la France avait ses propres priorités, ses propres besoins, ses propres citoyens à protéger. Quand Zelensky eut terminé sa présentation, un silence pesant s'installa dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers Lecornu, sachant que la réponse française déterminerait la suite des événements. Le Premier ministre français prit alors la parole avec cette froideur courtoise qui caractérisait son style diplomatique. « Monsieur le Président Zelensky, commença-t-il d'une voix posée, je vous remercie pour cette présentation très détaillée. Permettez-moi maintenant de vous présenter quelques chiffres que vous ne connaissez peut-être pas. » Lecornu ouvrit un dossier rouge marqué « Confidentiel » et commença à égrener des données qui firent pâlir l'assistance. Depuis février 2022, la France a versé exactement 23,7 milliards d'euros à l'Ukraine. Cela représente une somme énorme par foyer fiscal français. Pour une famille française moyenne, c'est l'équivalent d'1 mois et demi de salaire. Zelensky tentait d'intervenir, mais Lecornu continuait imperturbablement. Ces 23,7 milliards auraient pu financer 47 nouveaux hôpitaux, ou rénover 12 000 écoles françaises, ou créer 340 000 emplois dans l'économie verte. Au lieu de cela, nous les avons donnés à l'Ukraine. Avec quel résultat? La question claqua comme un fouet. Zelensky balbutia. « Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas comparer, mais Lecornu l'interrompit sèchement. Si je peux comparer, et je vais même vous dire exactement où sont passés nos milliards. » Ce qui suivit fut un démontage systématique et implacable de la gestion ukrainienne de l'aide occidentale. Lecornu sortit document après document, preuve après preuve, 800 millions d'aides françaises pour les écoles détournées vers des achats de matériel à prix surévalué, 1,2 milliard d'aides humanitaires transitant par des ONG fictives, 600 millions pour la reconstruction utilisée pour acheter des terrains à des prix ridicules auprès d'oligarques ukrainiens. Chaque révélation était un coup de masse. Zelensky tentait de justifier, d'expliquer, de minimiser, mais Lecornu avait des preuves irréfutables, documents bancaires, factures, truqués, témoignages de ONG sur le terrain, rapport de l'ambassade française. Et maintenant, continua Lecornu avec un calme glacial, vous venez nous demander 50 milliards supplémentaires. Savez-vous, Monsieur le Président, ce que cela représente pour un pays comme la France? Sans attendre la réponse, il poursuivit 50 milliards, c'est le budget annuel de l'éducation nationale. C'est 2 fois le budget de la défense. C'est environ 1 000 euros par Français enfant compris. Et vous voulez que nous donnions cette somme à un pays où 40% de l'aide disparaît dans la corruption. Pour la première fois depuis le début de la guerre, un dirigeant occidental osait lui tenir tête avec des faits précis, des chiffres vérifiables. Mais Lecornu n'en avait pas terminé. Il sortit un autre document de son dossier. Parlons maintenant de votre patrimoine personnel, Monsieur le Président. Nos services ont identifié vos acquisitions immobilières récentes, une villa de 12 millions d'euros à Londres, un penthouse de 8 millions à Miami, un chalet de 15 millions à Gstad. Au total, 35 millions d'euros d'acquisitions depuis le début de la guerre. Comment expliquez-vous cela à vos compatriotes qui dorment dans le métro de Kiev? La révélation fit l'effet d'une bombe. Zelensky blêmit, ses conseillers s'agitaient autour de lui. « Ces informations sont fausses », protesta-t-il faiblement. « Il s'agit d'une campagne de désinformation russe. »« Non, Monsieur le Président !» répliqua Lecornu avec un sourire froid. « Ces informations proviennent des registres fonciers britanniques, américains et suisses, des documents publics que tout le monde peut consulter. Voulez-vous que je vous donne les références cadastrales ?» Le silence qui suivit était assourdissant. Les autres dirigeants européens se regardaient abasourdis par cette révélation. Personne ne s'attendait à ce que Lecornu aille aussi loin, à ce qu'il révèle des informations aussi compromettantes. Zelensky tentait de reprendre contenance. « Monsieur le Premier ministre, vous ne comprenez pas la situation. L'Ukraine se bat pour toute l'Europe. Nos soldats meurent pour votre liberté. »« Stop !» l'interrompit brutalement Lecornu. Arrêtons avec cette rhétorique larmoyante. Vos soldats se battent d'abord pour l'Ukraine, pas pour la France, et ils ne le font certainement pas pour enrichir votre oligarchie. Puis vint la phrase qui fit le tour du monde. Monsieur Zelensky, la France n'est pas un distributeur automatique de billets. Nos citoyens ne sont pas des vaches à lait pour financer votre train de vie et celui de vos amis oligarques. L'explosion fut immédiate. Zelensky se leva visiblement hors de lui.
Comment osez-vous l'Ukraine se sacrifie pour l'Europe et vous nous insultez? Les autres dirigeants tentaient de calmer le jeu, mais il était trop tard. La rupture était consommée. Le cornu resta imperturbable. Je ne vous insulte pas, je vous présente la réalité. La France a déjà donné 23,7 milliards à l'Ukraine. C'est énorme, c'est généreux, c'est sans précédent. Mais maintenant, c'est terminé. Pas un euro de plus tant que vous n'aurez pas fait le ménage dans votre système de corruption. Vous abandonnez l'Ukraine, cria Zelensky. Vous faites le jeu de Poutine? Non, répondit calmement le cornu. Je défends les intérêts de la France et des Français. Mon devoir n'est pas de financer indéfiniment la corruption ukrainienne, mais de protéger le pouvoir d'achat des familles françaises. Et puis vint le coup de grâce. D'ailleurs, puisque vous semblez avoir des difficultés financières, pourquoi ne vendez-vous pas vos propriétés de Londres et de Miami 35 millions d'euros? Cela pourrait aider quelques familles ukrainiennes. Ces dernières piques achevèrent de faire perdre son sang-froid à Zelensky. Il quitta la visioconférence en claquant virtuellement la porte, laissant les autres dirigeants européens dans un silence stupéfait. L'onde de choc fut immédiate et planétaire. En quelques minutes, les extraits de l'échange entre Lecornu et Zelensky faisaient le tour des réseaux sociaux. Lecornu contre Zelensky devint une tendance mondiale, divisant l'opinion entre ceux qui applaudissaient la fermeté française et ceux qui dénonçaient l'abandon de l'Ukraine. En France, la réaction fut massivement positive. Selon un sondage Express, 79% des Français approuvaient la position de leur Premier ministre. Enfin, quelqu'un qui défend nos intérêts, commentaient les réseaux sociaux français. Marine Le Pen salua le réveil de la France, tandis que Jean-Luc Mélenchon applaudissait le courage de dire non aux oligarques. Mais c'est en Ukraine que l'impact fut le plus dévastateur. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Zelensky essuyait un refus catégorique d'un allié majeur. Pire, ses enrichissements personnels étaient révélés au grand jour sapant, sa crédibilité de leader héroïque. L'opposition ukrainienne muselée depuis le début du conflit commença à relever la tête. Petro Porochenko, ancien président, déclara que Zelensky devait des explications au peuple ukrainien sur ses acquisitions immobilières. Vitali Klitschko, maire de Kiev, exigea une enquête parlementaire sur l'utilisation de l'aide occidentale. Plus grave encore pour Zelensky, d'autres pays européens commencèrent à emboîter le pas de la France. L'Allemagne annonça qu'elle réévaluerait son aide à l'Ukraine. L'Italie évoqua la nécessité de plus de transparence. Même la Pologne, pourtant soutien indéfectible de l'Ukraine, se dit préoccupée par certaines révélations. Aux États-Unis, l'administration Biden était dans l'embarras. Joe Biden avait promis un soutien sans faille à l'Ukraine, mais les révélations françaises sur la corruption changeaient de la donne. Le Congrès américain, déjà réticent à voter de nouvelles aides, menaçait de bloquer tout financement supplémentaire sans garantie drastique contre la corruption. En Russie, la réaction fut prévisible. Vladimir Poutine se délecta publiquement de cette crise de l'hypocrisie occidentale. La propagande russe tournait en boucle les images de l'affrontement Lecornu-Zelensky, présentant cela comme la preuve de l'effondrement de la solidarité européenne. Mais l'impact le plus durable fut celui sur l'opinion publique européenne. Pour la première fois depuis le début du conflit, les citoyens européens découvraient la réalité de l'aide à l'Ukraine, les détournements, la corruption, l'enrichissement personnel des élites. Cette révélation changea profondément la perception du conflit ukrainien. 6 mois après cette confrontation historique, les conséquences étaient durables. L'aide européenne à l'Ukraine avait chuté de 60%. Zelensky, affaibli politiquement, dut faire face à une contestation interne croissante. Plusieurs oligarques ukrainiens furent contraints à l'exil, leurs biens saisis. Mais le plus remarquable était la transformation de l'image de Lecornu. Le Premier ministre français était devenu le symbole d'une Europe qui osait enfin dire non, qui défendait ses propres intérêts au lieu de se sacrifier indéfiniment pour des causes lointaines et douteuses. Lors de sa visite à Berlin 3 mois plus tard, Lecornu fut accueilli triomphalement par la population allemande. Des pancartes « Merci Lecornu » fleurissaient dans les rues. Le chancelier Scholz lui-même reconnut que la France avait ouvert les yeux de l'Europe. Cette transformation de Lecornu en leader européen incontestable culmina lors du sommet de Rome en juin 2026. Pour la première fois, c'est vers lui que se tournaient tous les regards quand il fallait prendre des décisions difficiles. Son autorité morale forgée dans l'épreuve ukrainienne faisait de lui la voix de la raison européenne. Quant à Zelensky, il tentait encore de minimiser l'impact de cette confrontation, mais le mal était fait. L'image du président héroïque avait volé en éclats, remplacée par celle d'un dirigeant corrompu,
profitant de la guerre pour s'enrichir. Ces sondages de popularité, même en Ukraine, chutèrent drastiquement. Un an après cette confrontation lors de l'Assemblée générale de l'ONU, Zelensky et l'écornu se retrouvèrent dans la même salle. Cette fois, c'est le président ukrainien qui évitait soigneusement le premier ministre français. Les journalistes présents notèrent que Zelensky semblait diminuer face à un l'écornu désormais respecté comme l'une des voix les plus influentes de la diplomatie mondiale. L'histoire retiendra que ces 6 minutes à Bruxelles marquèrent un tournant non seulement dans l'aide occidentale à l'Ukraine, mais dans l'émergence d'une Europe plus mature, plus exigeante, plus soucieuse de ses propres intérêts. L'écornu avait prouvé qu'il était possible de soutenir une cause juste, tout en refusant d'être instrumentalisé, d'aider sans se faire exploiter, comme l'écrivit The Economist dans un éditorial remarqué. En 6 minutes, Sébastien Lecornu a fait ce que 3 années de guerre n'avaient pas réussi à accomplir, rappeler à l'Europe qu'elle avait le droit de défendre ses propres intérêts, même face à la plus noble des causes. Cette phrase résumait parfaitement l'impact historique de ce moment où l'Europe avait retrouvé sa fierté et sa dignité face aux manipulations et au chantage même venus d'un allié. Mais derrière cette confrontation spectaculaire se cachait une préparation de plusieurs mois que très peu de personnes connaissaient vraiment. L'histoire secrète de cette rupture avait commencé 6 mois plus tôt dans le bureau feutré du directeur général du Trésor français Pierre Moscovici. Ce soir-là, tandis que Paris s'illuminait sous la pluie, l'ancien commissaire européen épluchait avec ses équipes un dossier confidentiel qui allait changer la perception française de l'aide à l'Ukraine. Le document sobrement intitulé « Audit complet de l'utilisation de l'aide française à l'Ukraine », rapport ultra confidentiel, faisait ses 517 pages. Pendant 8 mois, une équipe de 15 inspecteurs des finances, d'auditeurs de la Cour des comptes et d'experts comptables internationaux avait traqué chaque euro d'aide française versé à l'Ukraine depuis février. Le résultat était édifiant, un système de détournement organisé à grande échelle, orchestré par l'oligarchie ukrainienne avec la complicité passive, voire active du pouvoir de Kiev. Monsieur le directeur général avait déclaré Marie-Claire Davet, inspectrice générale des finances en charge de l'audit. Ce que nous avons découvert dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Ce n'est pas de la corruption classique, c'est de l'escroquerie industrielle. Les exemples détaillés dans le rapport étaient saisissants. L'aide française pour la reconstruction des hôpitaux ukrainiens, 2,3 milliards d'euros officiellement versés, mais seulement 20% effectivement arrivés à destination. Le reste évaporé dans des marchés publics truqués, des surfacturations délirantes, des commissions occultes. Un cas particulièrement révoltant concernait la reconstruction de l'hôpital pédiatrique d'Okhmatdyt à Kiev, symbole mondial de la barbarie russe après son bombardement. La France avait versé 436 millions d'euros pour sa reconstruction complète. Mais l'enquête révélait que les travaux réalisés par une entreprise appartenant à un proche de Zelensky n'avaient coûté en réalité que 114 millions. Les 322 millions restants avaient mystérieusement disparu dans les méandres de sociétés offshore basées aux îles Vierges britanniques. Plus choquant encore, l'aide humanitaire française destinée aux réfugiés ukrainiens, 1,8 milliard d'euros de médicaments, de nourriture et d'équipements de première nécessité. L'audit révélait que 40% de cette aide n'avait jamais quitté les entrepôts de Kiev revendus sur le marché noir international par des réseaux mafieux ukrainiens. Des médicaments pédiatriques français financés par les contribuables se retrouvaient en vente libre dans les pharmacies privées de Lagos, Bogota ou Bangkok. Mais le plus révélateur concernait l'aide militaire française, les fameux canons César Fleuron de l'industrie française vendus à prix coûtant à l'Ukraine 147 millions d'euros pour 48 exemplaires. Sauf que l'enquête révélait qu'en réalité, l'Ukraine n'en avait reçu que 31. Les 17 autres avaient été revendus par des intermédiaires ukrainiens à des pays tiers, notamment à l'Arabie saoudite, au prix fort de 180 millions d'euros, générant un bénéfice net de 100 millions ponctionnés sur l'aide française. Ces révélations avaient profondément choqué Pierre Moscovici, pourtant habitué